Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur cette chaîne. Au programme de la séquence, nous allons nous intéresser à la théorie quantitative de la monnaie. Le contenu de cette vidéo provient en majeure partie de l'ouvrage de référence Principes de l'économie, rédigé par Gregory Mankiw et Mark Taylor. La version française de l'ouvrage est disponible aux éditions de Book Supérieur. Notre étude de l'inflation commencera par la présentation de la théorie quantitative de la monnaie. On dit que les prix augmentent quand le gouvernement imprime trop de monnaie. La plupart des économistes s'appuient sur cette théorie pour expliquer les déterminants à long terme du niveau général des prix et du taux d'inflation. On tentera ensuite également de répondre aux deux questions suivantes. 1. Pourquoi l'inflation est-elle un problème? Et 2. Quels sont les coûts qu'impose l'inflation à la société? Notre étude de l'inflation débute par la présentation de la théorie quantitative de la monnaie, aussi appelée théorie classique car développée dès le XVIe siècle par les premiers penseurs économiques. On va dans un premier temps s'intéresser au niveau général des prix et à la valeur de la monnaie. La première idée importante, c'est que l'inflation concerne davantage la valeur de la monnaie que la valeur des produits eux-mêmes. En effet, imaginons que le prix du cornet de glace est passé de 5 centimes à 1 euro. Que peut-on conclure du fait que les gens soient prêts à consacrer tant d'argent à l'achat d'un cornet de glace? Peut-être que les gens apprécient plus de glace, me direz-vous. Un chimiste brillant a peut-être découvert un nouveau parfum, ou une découverte scientifique a établi un lien manifeste entre consommation de glace élevée et espérance de vie en bonne santé. Mais cela est peu probable. Il est par contre beaucoup plus probable que l'appétence du public pour les glaces soit restée grosso modo la même, mais qu'au même moment, la valeur de l'argent a baissé. La valeur relative du produit en tant que tel n'a pas changé, seule la valeur de la monnaie a changé. L'inflation est un phénomène économique d'ensemble qui concerne d'abord et avant tout la valeur du moyen d'échange de l'économie. On va à présent s'intéresser au niveau général des prix dans une économie. On peut concevoir le niveau général des prix de deux manières. Jusqu'ici, nous l'avons considéré comme le prix d'un panier de biens et services. Autrement dit, quand le niveau de prix monte, les gens doivent payer davantage les biens et les services qu'ils achètent. Mais l'indice des prix à la consommation peut aussi être considéré comme une mesure de la valeur de la monnaie. Une augmentation du niveau des prix signifie donc une dévaluation de la monnaie, puisque chaque unité monétaire confère un pouvoir d'achat inférieur. Pour comprendre cela, il faut comprendre les concepts de l'offre de la monnaie, de la demande de monnaie et l'équilibre monétaire. Qu'est-ce qui détermine la valeur de l'argent? Qu'est-ce qui détermine l'inflation? La réponse à ces questions, comme très souvent en économie, est l'offre et la demande. De même que l'offre et la demande de pommes déterminent le prix des pommes, l'offre et la demande de monnaie déterminent la valeur de l'argent. Il faut donc nous intéresser de près aux déterminants de l'offre et de la demande de monnaie. On va commencer par s'intéresser aux déterminants de l'offre de monnaie. L'offre de monnaie sera définie comme la quantité de monnaie en circulation, qu'on appelle M1, et la banque centrale peut modifier la quantité de réserves disponibles pour les banques, ce qui influe sur la quantité de monnaie que le système peut créer. Dans le cadre de ce chapitre, nous pouvons ignorer les complications créées par le système bancaire et supposer que l'offre de monnaie est directement et précisément contrôlée par la banque centrale. On va maintenant s'intéresser aux déterminants de la demande de monnaie. La demande de monnaie sera définie comme la quantité de monnaie que les agents économiques désirent détenir sous forme fiduciaire ou scripturale, c'est-à-dire le désir de liquidité des agents. Et, comme pour les autres biens et services, les déterminants de la demande sont nombreux. On peut notamment se rendre compte que la quantité d'argent liquide que les gens décident d'avoir sur eux dépendra, par exemple, de leur attitude vis-à-vis des cartes de crédit ou de la proximité des distributeurs de billets, d'autre part par les taux d'intérêt bancaires qu'un individu peut percevoir s'il achète une obligation ou s'il dépose son argent à la banque plutôt que de le conserver dans sa poche en liquide. En troisième lieu, cela dépendra de l'activité économique et enfin du niveau général des prix. En effet, s'il y a une inflation, il aura besoin d'une plus grande quantité de monnaie, potentiellement sous forme liquide. Le taux d'intérêt représente donc le coût d'opportunité de garder de l'argent liquide. Le fait de ne pas placer son argent en banque a pour conséquence la perte d'intérêt. Si les déterminants de la monnaie sont nombreux, il y en a un qui revêt une importance particulière, c'est le niveau moyen des prix dans l'économie. Les gens ont en effet besoin d'argent car il s'agit du moyen d'échange de l'économie. La quantité d'argent que les gens décident de détenir est donc fonction des prix de ces biens et services. Plus les prix seront élevés et plus les gens voudront de l'argent dans leur portefeuille ou sur leur compte en banque. Donc, la quantité de monnaie augmente avec le niveau des prix ou encore
la quantité de monnaie augmente lorsque la monnaie perd de sa valeur, ce qui revient au même. À long terme, le niveau général des prix s'établit à un niveau tel que l'offre et la demande de monnaie sont équilibrées. Qu'est-ce qui détermine l'offre et la demande de monnaie, me direz-vous? À court terme, les taux d'intérêt jouent un rôle primordial. À long terme, par contre, ce sera essentiellement les prix. Si les prix sont supérieurs au niveau d'équilibre, il y aura une demande excédentaire de monnaie. Les prix devront donc diminuer pour assurer l'équilibre entre l'offre et la demande de monnaie et inversement. Qu'est-ce que cela donne graphiquement? Observez bien ce graphe. Nous avons sur l'axe des abscisses la quantité de monnaie et cet axe est gradué de façon croissante. Au niveau de l'ordonnée, à gauche du graphique, nous avons la valeur de la monnaie. Ici aussi, l'axe est gradué de façon croissante. L'axe des ordonnées du côté droit du graphique s'intéresse au niveau des prix. J'attire votre attention sur le fait qu'ici, il s'agit d'une échelle inversée. Autrement dit, quand l'argent a de la valeur, le niveau des prix est faible. Quand l'argent a de la valeur, le niveau des prix est faible. Vous avez enfin, au milieu de ce graphique, la courbe d'offre de monnaie, c'est-à-dire que c'est une droite verticale, tout simplement parce que la Banque centrale a décidé de la quantité de monnaie disponible et en circulation. La courbe de demande de monnaie apparaît également à l'écran. Elle a une pente négative puisque lorsque la valeur de l'argent est faible, le public en demande davantage pour acheter les biens et les services et inversement. Le point d'équilibre est représenté par le point A sur le graphique et à la valeur d'équilibre, la quantité de monnaie demandée est égale à la quantité de monnaie offerte. Jusqu'à ce présent, c'est relativement facile à comprendre. Voyons maintenant les conséquences d'un changement de politique monétaire. Imaginons que, partant du niveau d'équilibre, la Banque centrale décide de doubler l'offre de monnaie en circulation, tout simplement en imprimant des billets puis en les jetant sur le pays à partir d'une flottille d'hélicoptères. Impossible, me direz-vous? Jetez un œil à cette image, on en reparle. De façon plus prosaïque, forcément ce ne sont pas des hélicoptères qui balancent de l'argent à qui veut sur un pays, mais ils peuvent procéder à un doublement de l'offre de monnaie simplement en achetant des obligations d'État au public. Que se passera-t-il suite à une telle injection monétaire? Comment évoluera le niveau d'équilibre des prix? Nous sommes de retour sur notre graphe adoré. Nous avions une courbe d'offre initiale qui s'est déplacée vers la droite. Il y a donc une augmentation de l'offre monétaire puisqu'on avait dit qu'on imaginait que la Banque centrale doublait l'offre de monnaie en circulation. Qu'est-ce qui se passe au niveau du point d'équilibre? Pour équilibrer l'offre et la demande de monnaie, la valeur d'équilibre de l'argent, qui est représentée par l'axe à gauche du graphique, doit diminuer. Et le niveau des prix d'équilibre, qui est représenté ici par l'axe droit, doit augmenter. On se rend donc compte que cette politique amène à une dépréciation de la valeur de l'argent et à une augmentation du niveau des prix. Autrement dit, quand la Banque centrale décide de doubler l'offre de monnaie, quand le nombre d'euros en circulation augmente, il en résulte d'une part une augmentation du niveau général des prix, de 2 à 4 dans notre cas, qui fait tomber la valeur de chaque euro de 1,5 à 1/4. C'est le cœur de la théorie quantitative de la monnaie. Selon cette théorie, la quantité de monnaie disponible dans l'économie détermine la valeur de l'argent et l'augmentation du stock monétaire est la cause première de l'inflation. Si on procède à un examen rapide du processus d'ajustement du point d'équilibre A vers le point d'équilibre B, on constate donc une augmentation de l'offre monétaire qui a pour conséquence une offre excédentaire de monnaie. Les gens détiennent donc davantage d'euros qu'ils n'en veulent et pour s'en débarrasser, pour se débarrasser de cette offre excédentaire de monnaie, le public va répondre de plusieurs façons. La première, ce sera par exemple en augmentant leur consommation de biens et services. La seconde, ce sera peut-être de prêter cet argent à d'autres individus dans le besoin. La troisième, ce sera peut-être de placer cet argent en obligation d'État. Et la quatrième, ce sera de placer cet argent excédentaire sur leur compte bancaire. Dans tous les cas, la création monétaire se traduit par un accroissement de la demande de biens et services. Toutefois, les capacités productives n'ont pas évolué. Cette augmentation de la demande par rapport à l'offre, qui, elle, est inchangée, entraînera forcément une hausse des prix. En effet, cette augmentation de prix induit à son tour une augmentation de la demande de monnaie, ce qui finit par rétablir l'équilibre entre l'offre et la demande de monnaie. De cette manière, le niveau général des prix s'ajuste de façon à assurer l'équilibre entre l'offre et la demande de monnaie. En résumé, pour ceux qui sont encore là, selon la théorie quantitative de la monnaie, à long terme, c'est le niveau général des prix des biens et services qui s'ajuste afin d'assurer l'équilibre monétaire.
Selon les partisans de la théorie quantitative de la monnaie ou de la neutralité monétaire, les variations de l'offre de monnaie affectent ce qu'on appelle les variables nominales, mais pas les variables réelles. Les variables nominales, ce sont celles qui sont mesurées en unités monétaires, en euros par exemple, alors que les variables réelles sont, elles, mesurées en unités physiques. Autrement dit, si la Banque centrale double son offre de monnaie, d'une part, les prix vont doubler, les salaires nominaux vont doubler, mais les variables réelles, celles qui correspondent à la production, celles qui correspondent à l'emploi, au chômage, au salaire réel, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, les taux d'intérêt, toutes ces variables réelles-là vont demeurer inchangées. Pourquoi? Parce que la monnaie est neutre. La monnaie n'influence pas la production. C'est ce qu'on appelle la neutralité monétaire. La masse monétaire n'affecte donc pas les variables réelles. Vous pourriez me poser la question, cette neutralité monétaire s'applique-t-elle parfaitement au monde réel que nous connaissons? La réponse est non. À court terme, c'est-à-dire dans les 1 à 2 années à venir, les variations de l'offre de monnaie ont un impact important sur les variables réelles, que ce soit au niveau de la production, de l'emploi, du chômage, des salaires réels. À long terme par contre, c'est-à-dire 10 ans et plus, les variations monétaires ont d'importants effets sur les variables nominales, mais les effets sont négligeables sur les variables réelles. La neutralité monétaire est donc une conclusion acceptable quand on raisonne à long terme. En conclusion, quand la Banque centrale augmente rapidement l'offre de monnaie, il en résulte une inflation élevée, c'est le cœur de la théorie quantitative de la monnaie. Mais si l'inflation est si simple à expliquer, comment peut-on se retrouver dans une situation d'hyperinflation? Autrement dit, comment une banque centrale peut-elle imprimer de la monnaie au point que sa valeur s'effondrera certainement? Dans certains pays, l'hyperinflation est générée par les déficits publics excessifs. En effet, pour pouvoir financer la construction des routes, payer les salaires des forces de police, subvenir aux besoins des personnes âgées et des pauvres, le gouvernement a besoin de fonds. C'était également le cas, par exemple, pendant le premier confinement et la crise liée à la pandémie de Covid-19. En temps normal, il se les procure par l'impôt et par l'emprunt. Mais il arrive que les impôts ne soient pas suffisants par rapport aux dépenses. Le gouvernement peut alors décider d'imprimer de la monnaie pour payer ses propres dépenses. Dans ce cas, le gouvernement va demander à la Banque centrale, pour autant que le gouvernement ait un pouvoir sur celle-ci, ce qui n'est pas le cas dans nos pays, d'augmenter la quantité de monnaie en circulation. En d'autres termes, il va lui demander d'imprimer de la monnaie. Quand le gouvernement a recours à la création monétaire, on dit qu'il lève un impôt inflation. Cet impôt est différent des autres dans la mesure où personne ne reçoit d'avis d'imposition du gouvernement. Cet impôt est beaucoup plus subtil. Pourquoi? Parce que quand le gouvernement imprime des billets et fait monter les prix, la valeur de vos euros diminue. L'inflation est donc un impôt qui frappe les porteurs d'argent. C'est un peu comme une taxe imposée à tous ceux qui détiennent des liquidités. Quand le gouvernement lève cet impôt, il prélève des ressources sur les ménages sans avoir à leur envoyer une facture. L'importance de cet impôt est très variable. On pourrait presque le qualifier de progressif puisque plus vous êtes riche, plus vous êtes susceptible de détenir de la monnaie et donc plus la taxe de l'inflation vous affectera. Nous pouvons voir l'importance de la taxe inflationniste dans des cas d'inflation extrême que nous appelons hyperinflation. Ce terme désigne une période de croissance extrême et accélérée du niveau des prix. Toutes les hyperinflations du monde se ressemblent, le gouvernement doit faire face à des dépenses élevées, ses capacités d'emprunt sont limitées et ses recettes fiscales sont insuffisantes. Par conséquent, il fait marcher la presse à billets pour payer ses dépenses. L'injection monétaire du gouvernement se traduira par une inflation élevée qui dure jusqu'à ce que le gouvernement réduise ses dépenses au point qu'il n'ait plus besoin de recourir à la presse à billets. Par exemple, via la mise en place de réformes budgétaires telles que des réductions des dépenses publiques, éliminant ainsi la nécessité de la taxe inflationniste, voire l'abandon total de la monnaie pour en introduire une nouvelle. Comme Keynes l'a un jour souligné, dans certaines conditions, il peut être difficile pour un État de résister à la tentation de financer ses dépenses par le biais de la taxe inflationniste, c'est-à-dire en imprimant de la monnaie. Pour le citer, il nous disait « La charge de la taxe est bien répartie, il n'est pas possible d'y échapper, elle ne coûte rien à récolter et, d'une certaine manière, elle touche ses victimes proportionnellement à leur richesse. » Il n'est pas surprenant que ces avantages apparents aient séduit bien des ministres des Finances. Bien sûr, Keynes reconnaissait également les dommages importants qu'une inflation forte peut provoquer en économie, ce qui explique pourquoi il parle des avantages apparents de la taxe inflationniste. En conclusion, le niveau général des prix d'une économie s'établit de manière à ce que l'offre et la demande de monnaie s'équilibrent. Lorsque la Banque centrale augmente l'offre de monnaie, le niveau général des prix tend à s'élever.
Une croissance persistante de l'offre de monnaie entraîne une inflation permanente. Par ailleurs, le principe de neutralité monétaire signifie que des variations de la quantité de monnaie influencent les variables nominales mais pas les variables réelles. Et enfin, la plupart des économistes considèrent que la neutralité monétaire décrit à peu près le fonctionnement de l'économie dans le long terme. Enfin, un gouvernement peut payer certaines de ses dépenses en imprimant de la monnaie. Lorsque les pays recourent à cet impôt par l'inflation, il en résulte une hyperinflation. Une application du principe de neutralité monétaire est l'effet Fischer. Selon cet effet Fischer, lorsque le taux d'inflation augmente, le taux nominal augmente du même montant, de telle sorte que le taux d'intérêt réel reste constant. C'est tout pour moi. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère que cela vous aura permis de mieux comprendre le contenu de ce chapitre. Au programme de la prochaine séquence, nous allons nous intéresser au coût de l'inflation pour les ménages et pour les entreprises. À tout de suite, bonne journée, ciao ciao. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner pour être informé de la publication de nouvelles capsules. N'hésitez pas non plus à me contacter si vous avez des questions ou des idées pour de nouvelles séquences. Allez, merci et à bientôt.